Vous écoutez Apérosexo, un podcast animé par une professionnelle en sexologie. Ici, on parle de dating, de relations, de break-up, de célibat. Tout au long de la saison, je vais recevoir des experts, des expertes, des invités du monde de l'influence. On est là pour vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre intimité et dans votre vie amoureuse. Bon épisode! La saison 4 du balado est présentée par nos deux partenaires officiels. Séduction, c'est bien plus qu'une boutique érotique. C'est un espace d'exploration, de plaisir, de découverte où chacune est invité à vivre sa sensualité librement, dans un esprit d'ouverture. Vous pouvez utiliser le code promo APÉRO15. Et Camellia Sinensis, qui est une compagnie d'ici spécialisée dans le thé et la tisane, l'équipe des dégustateurs sélectionne directement chez les artisans producteurs. Depuis près de 25 ans, Camellia offre des thés de qualité et des ateliers aussi. En passant, ils ont le meilleur matcha. Vous avez le code promo APÉROSEXO15. Le lien vers les sites web de tous nos partenaires se retrouve dans la description de l'épisode. Bon épisode! Hello la gang! Aujourd'hui, je reçois Samy. T'es ex-candidat d'OD, mais aussi médecin. Oui, principalement médecin. Principalement médecin. OD, c'est terminé. Et t'es médecin de famille. Parce que moi, quand j'ai checké OD, j'étais comme « Ah, il fait des injections. » Puis c'est comme ça que ça a été... Tu sais, le portrait, ça a été ça. Exact. Mais là, tu m'as appris que t'étais médecin de famille. Oui, je suis principalement médecin de famille. En fait, je fais environ 18 à 22 jours de médecine familiale par mois, puis 2 jours d'esthétique par mois, là, tout ce qui est comme un peu botox, fillers et tout ça. Mm-hmm. Fait que je suis principalement médecin de famille, avec une préférence dans ma pratique beaucoup santé mentale, puis santé chronique, là, comme diabète, hypertension, tout ça. Là. Ah, nice! Puis aujourd'hui, je te reçois pour qu'on parle de... En fait, j'ai demandé aux gens, c'est quoi toutes vos questions de santé sexuelle, sexualité qui pourraient être répondues par un médecin? Parce que ce que j'ai beaucoup entendu, c'est que les gens, dès qu'ils ont des problèmes au niveau de la sexualité, c'est rare qu'ils vont voir le médecin ou la médecin, mais il y a des questions qui peuvent... Tu sais, oui, c'est vrai que la sexualité, il y a une grande partie qui est psychologique, mais il y a aussi physique, là. Il peut y avoir aussi des impacts juste par la médication. Des fois, les gens, ils se rendent pas compte qu'ils prennent des antidépresseurs, ils n'ont plus de désir du jour au lendemain. Le médecin, il avait pas dit que ça pouvait avoir un impact. Fait que, tu sais, tout ça, j'ai l'impression que c'est un univers où les gens sont moins à l'aise. Oui, tout à fait. Puis c'est ce qu'on veut faire. Mais merci de m'inviter. Puis je pense que c'est important d'en parler. Puis c'est pour rendre les gens à l'aise d'en parler avec leur médecin. Ouais. Parce que des fois... Même si on ne veut pas arrêter un antidépresseur, il y a plusieurs antidépresseurs qui créent moins de perte de libido, 100%. moins de fatigue. Fait que, tu sais, il y a un spectre d'effets secondaires qui est différent, puis que le médecin peut nous accompagner là-dedans. Puis il y a des aspects, il y a des douleurs, il y a des odeurs qui peuvent être plus causées par quelque chose de médical. 100%. Fait que je pense que le médecin de famille, ça devrait être ça son rôle là, de diriger, puis de travailler main dans la main avec les sexologues ou les physiothérapeutes du plancher pelvien, par exemple. Exact. On va en parler, mais... Puis c'est se référer aux besoins. De ta pratique, tu le vois-tu que les gens... T'en as-tu, mettons, des gens qui parlent de leurs problématiques sexuelles ou c'est très rare que t'as des clients qui en parlent? J'ai vu une différence avant puis après OD. Ah ouais? C'est drôle parce que depuis OD, les gens se gênent beaucoup moins de me parler de leurs pratiques autant sexuelles, mais aussi leur consommation de drogue et d'alcool. Fait que j'ai l'impression que c'est comme si ça avait un peu enlevé la distance avec le médecin. Ils t'humanisent, comme c'est comme... Ouais, mais c'est parce qu'ils t'ont... Tu sais, habituellement, un portrait, veut pas, t'as comme vraiment une hiérarchie, là, pratiquement, de comme toi, t'es patient à patient, t'as le médecin, puis j'imagine que OD, ça t'a comme humanisé un peu. Tu sais, veux pas plus que tu connais quelqu'un, moins que tu mets sur un piédestal une personne, là, ça doit créer moins un écart. Oui, tout à fait, puis le lien se crée beaucoup plus rapidement. Fait que pour moi, ma pratique, puis n'importe quel médecin, plus le lien se fait facilement puis profondément, ben, plus on peut aider le patient. Fait que c'est ce qu'on cherche à créer le plus vite possible. Ah, mais c'est nice, parce que ça aurait pu avoir l'effet contraire, où les gens auraient pu avoir de la gêne aussi, tu sais, fait que tant mieux que tu vois ça positivement aussi. Exact, ouais, je pense que j'ai été chanceux, puis merci à la prod de m'avoir montré. Oui, c'est de t'avoir bien fait paraître. Donc, j'ai 5 thèmes qu'on explore. Premier, désir, libido, plaisir. Ensuite, j'ai le thème que j'ai appelé pénis et sperme. Douleur, inconfort. Et tout ce qui est infection, démangeaison, hygiène. Fait qu'en fait, 4 thèmes. Si on a du temps, ITSS, mais j'ai déjà fait un épisode complet sur les ITSS. Donc, comme j'ai dit, j'ai récupéré les questions du public. Fait que je t'y pose, puis on essaie d'y répondre au meilleur de nos connaissances. Super. Donc, première question. Est-ce que faire du sport augmente la libido? Directement, non, mais indirectement, par plusieurs effets dominos, oui. Fait que, le sport permet de diminuer le stress, ça permet de mieux dormir, ça peut diminuer la fatigue également. Ouais. Ça peut nous améliorer la perception de nous-mêmes interne, mais aussi de comment on se perçoit. Fait que le sport, ça libère aussi des endorphines, on se sent mieux,
on se sent plus apte à se laisser aller dans une relation sexuelle. Fait que c'est sûr que ça augmente la libido. Mais ça, il faut quand même garder, comme toute chose, un balance. Il ne faut pas tomber dans le surentraînement. Parce que le surentraînement, ça amène de la fatigue. Ça peut dérégler chez la femme beaucoup les hormones. Si on ne sécrète pas d'estrogène, on arrête d'ovuler. Si on n'ovule pas, on voit qu'il y a une diminution de la libido, une diminution de la lubrification aussi. Fait qu'il faut trouver le juste milieu là-dedans. Mais oui, le sport aide énormément. Là. C'est ça. Mais comme tu dis, c'est indirect par les bienfaits du sport. Exact. Mais quand tu tombes dans quand tu surentraînes, les bienfaits ne seront plus aussi présents. Donc, c'est là que ça va impacter tout à fait négativement. Tu sais, exactement, parce que le surentraînement augmente la sécrétion de cortisol. Le cortisol augmente le stress. Le stress a plusieurs effets, notamment la diminution de la libido. Puis c'est surtout, on le voit, on en parle beaucoup chez la femme, quand même, la connexion entre la psyché puis le physique, mais c'est aussi présent chez l'homme, notamment avec l'anxiété de performance, mais aussi l'anxiété surtout l'anxiété de performance, mais ça permet d'avoir des érections aussi. Là, Puis est-ce qu'il y a le sport impacte différemment la femme et l'homme, genre l'impact, ou ça va être assez similaire? Négativement, tu veux dire? Est-ce que, mettons, un homme qui fait plus de sport, ça va plus impacter son désir, ou c'est comme tellement complexe? Puis c'est quand même assez complexe. Là. C'est pas 100% étudié, mais ça devrait être un peu dans les mêmes choses. C'est sûr que le surentraînement, les effets néfastes, ils vont être pires chez la femme parce que ça supprime l'axe hormonal, puis ça amène à de l'aménorrhée, donc plus de menstruation. Puis ça, c'est vraiment délétère pour l'appétit sexuel. Oui, 100%. Est-ce que l'anal peut être dangereux ou nocif pour le corps? C'est une excellente question. Honnêtement, l'anal, si c'est bien fait puis si c'est bien amené, ça peut être magnifique. C'est autant chez l'homme que chez la femme. C'est sûr que il faut axer ça beaucoup. Autant l'anal que les relations vaginales, c'est sur la confiance, c'est sur la sécurité. Puis dire quand que ça fait mal, c'est jamais censé faire mal. Fait que dès qu'il y a un peu de douleur, il faut dire stop. Il faut avoir la confiance de le dire à son partenaire. Fait que c'est beaucoup basé sur une relation de confiance, encore plus l'anal que le vaginal. Puis il faut prendre le temps de... Tu sais, c'est un muscle. Un muscle, ça s'étire. Il faut juste prendre le temps de le faire parce que ce qu'on a peur, c'est des fissures anales, puis d'aller trop vite. Puis aussi, il faut vraiment pas passer de l'anal au vaginal sans lavement. Fait que ça, c'est vraiment important. Mais ça peut être quelque chose de très le fun à explorer. Puis amener un peu de piquant dans une relation, soit nouvelle ou ancienne. Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Est-ce que... Parce que tu dis que c'est un muscle. Est-ce que de pratiquer fréquemment l'anal va apporter une dilatation? Les sphincters vont-tu se relâcher plus que tu pratiques l'anal? Tout à fait. Mais pas de manière négative. Fait que ça amènera pas plus de risques à faire de l'incontinence, par exemple. Mais on n'est pas là-dedans. Non, exact. Fait que si c'est bien lubrifié, ça va bien... la pénétration va bien aller. Puis il faut le dilater de manière progressive. Puis dès que ça fait mal, il faut arrêter parce que même si on se dit, ça va peut-être passer, mais c'est que ça peut créer une mémoire musculaire, puis des spasmes qu'on veut pas, puis que ça va faire encore plus mal. Fait que dès qu'on a mal, on arrête, puis on va ailleurs. Puis contrairement au vaginal, c'est que si tu mets quelque chose là-dedans, tu peux le perdre. S'il n'y a pas que ça soit un jouet, aussi, je veux dire, c'est important quand même à mentionner. Contrairement au vaginal, ça se perdra pas. Là. Tu peux aller récupérer, mais j'imagine que tu as dû entendre, veux pas, des histoires d'horreur là-dedans de quelqu'un qui utilise pas le bon jouet ou un objet qui se perd à l'intérieur. Exact. C'est important avec les jouets sexuels anal, c'est d'avoir un stopper. L'hygiène avant-après. Puis on évite tout ce qui est légumes ou jouets sans stopper. Parce que moi, j'en ai vu personnellement. Oui, j'imagine. J'ai déjà vu à l'urgence. Fait que ça peut être désagréable à sortir pour la personne. Là, fait que faut en faire attention. Là. Est-ce que pour l'hygiène autour de l'anal, il y a quelque chose en particulier auquel faire attention pour pas avoir infection ou quelque chose du genre? C'est surtout de faire des douches anales avant l'acte sexuel là, par rapport à ça. Mais après, c'est vraiment plus en lien avec les bactéries qui sont naturellement présentes au niveau de l'anus puis du rectum. C'est souvent ces bactéries-là qui causent les infections urinaires, notamment chez la femme. Fait que c'est pour ça que c'est très important de faire une bonne hygiène du partenaire quand on passe de un à l'autre. Oui, absolument. Mais le lavement anal, tu sais, ça... J'imagine que ça va pas changer le niveau... Genre, c'est pas parce que tu as fait un lavement anal que là, tu peux faire du anal-vaginal. Là. Les bactéries restent, les flores sont différentes. Fait qu'il faut faire attention à ça. Tout à fait. OK. Est-ce que la masturbation fréquente peut influencer la performance ou le désir sexuel? Pas nécessairement. Fait que il y a comme plusieurs aspects à cette réponse-là. Là. C'est sûr que la masturbation, c'est sain. C'est bon à le faire. Puis ça peut faire partir d'un jeu sexuel avec son ou sa partenaire.
c'est sûr que ça peut diminuer un peu la libido, mais à court terme. Il n'y a pas d'effet à moyen et long terme. Ouais. Fait que c'est sûr que là, s'il y a une masturbation 4 fois par jour, ben, ça se peut que le soir, t'arrives puis ça te tente un petit peu moins. Là. Ouais. Fait que c'est surtout à ce niveau-là. C'est sûr que ça peut irriter un peu plus le pénis ou la vulve. Fait que c'est sûr que c'est plus des effets à très court terme. Au niveau, mettons, de la réserve de spermatozoïdes ou quoi que ce soit, c'est sûr qu'à court terme, d'éjaculer souvent, ben, la réserve de spermatozoïdes a diminué un petit peu, mais il n'y a aucun effet délétère à moyen long terme. Il n'y aura pas moins de production parce que quelqu'un se masturbe souvent. C'est juste que pour quelqu'un, par exemple, qui veut avoir un enfant, c'est sûr que d'axer les éjaculations autour de la période évoluatoire de la femme, ça augmente les chances qu'elle tombe enceinte aussi. Absolument. Exact. Parce que un spermatozoïde de 0 à l'éjaculation, c'est genre 60 quelques jours. Là. Je veux dire, c'est ça. Les gens, des fois, ils pensent 24 heures là, pour avoir fait des quiz sexus. Je pense que ça, c'est un gros mythe que, tu sais, quand t'éjacules, là, c'est comme si ton corps recommençait à 0, mais comme il y en a des spermatozoïdes. Là, exact, oui, c'est ça. Ça prend 70 jours à arriver à maturité. Là. Fait que c'est sûr que si tu veux que, dans un objectif de fertilité, si tu veux avoir des bons spermatozoïdes, il faut vraiment avoir des saines habitudes de vie, ben moi, toujours, là, mais au moins 70 jours avant de pouvoir procréer. Oui, tu sais, ça me fait penser à justement quand on dit pas de chaleur autour des testicules et tout, ça a un impact sur la qualité du spermatozoïde, par exemple. Ou tu sais, les gars qui font du vélo à cause de la selle aussi, c'est quelque chose qui peut être problématique. Puis c'est intéressant que tu en parles, mais pendant longtemps, on mettait la fertilité sur le dos de la femme pendant très longtemps. Puis on réalise de plus en plus que la qualité du sperme est beaucoup plus importante qu'on pensait. Là. Il y a plusieurs aspects dans la qualité du sperme qu'on peut voir, mais c'est un sujet intéressant, ça aussi. Oui, non, 100%. Puis je pense que c'est dans un autre thème, là, mais tu sais, des fois, on entend, en tout cas, je sais pas si c'est un mythe que quelqu'un, par exemple, qui va se masturber en journée puis le soir va avoir une relation sexuelle, est-ce que ça peut impacter, par exemple, la durée de l'érection, le moment entre le début de la relation sexuelle et l'éjaculation? Est-ce que ça peut allonger cette période-là? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un concept physique qui se comprend bien. Là. C'est sûr que de ne pas avoir éjaculé dans les jours d'avant, il y a une surexcitation qui build up. Fait que c'est sûr que ça en prend moins pour éjaculer. Fait que c'est sûr que c'est pas mauvais pour la santé de le faire. Puis le bénéfice, si on veut durer plus longtemps, c'est de le faire. Il y a une anxiété de performance reliée à ça, c'est sûr. Là. Fait que c'est sûr que c'est pas une solution 100%. Je pense qu'il faut comme prendre le temps d'en parler puis de pas être gêné avec la partenaire, de dire si t'as pas eu le temps d'éjaculer cette journée-là, tu peux en parler puis c'est bien correct. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de ce que je veux véhiculer comme message, c'est de la communication, c'est tellement important. Ben oui, 100%. Puis de pas être gêné d'en discuter. Oui, absolument. Puis tu sais, que tu dises que c'est quelque chose de physiologique, c'est chez la femme aussi. Là, si le moment entre le début de la masturbation et l'atteinte de l'orgasme, si ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu de stimulation, l'atteinte de l'orgasme est beaucoup plus facile. Expérience vécue de mes amis, personnelle de mes amis aussi, mais ça fait un peu la même chose pour chez un homme. Est-ce qu'un orgasme anal, c'est vraiment possible pour tout le monde? C'est sûr que l'orgasme en général, la plupart des gens vont en avoir, autant anal que vaginal qu'au niveau du pénis. C'est sûr que là, j'aimerais distinguer hommes et femmes. C'est sûr que les hommes, il y a l'aspect de stimulation de la prostate qui, par des pathways neuronaux, augmente l'excitation, puis il y a des pathways qui font que l'éjaculation puis l'orgasme peut être différent. Autant aussi chez la femme, il y a aussi une certaine stimulation nerveuse au niveau de l'anus. Puis, il peut même avoir parce que le vagin n'est pas si loin que ça, là, puis il y a même une stimulation du clitoris par l'anal. C'est ça que je me demandais. Je suis contente qu'on en parle parce que j'avais une confession de quelqu'un qui disait que ses orgasmes les plus forts, c'était anal, puis je me demandais si c'était par la stimulation de la zone ou indirectement par la stimulation du clitoris parce qu'on sent que c'est proche. C'est ça, il y a plusieurs facteurs là-dedans, puis sans oublier le facteur psychologique. Là, oui, absolument. C'est une des questions, je pense, qui s'en va tantôt, là, mais c'est sûr que oui, c'est possible, mais c'est pas anormal de pas avoir d'orgasme à ce niveau-là. Faut prendre le temps, puis comme on disait, on l'a répété plusieurs fois, il y a tellement de pathways, il y a l'aspect de sécurité, il y a l'aspect du partenaire, il y a l'aspect est-ce que c'est bien lubrifié, est-ce que ça a été bien dilaté. Fait que tu sais, ça, c'est tous des aspects qu'on peut mettre nos chances de notre côté pour atteindre l'orgasme, mais si ça n'arrive pas, on n'est pas anormal, il ne faut pas se sentir inadéquat ou inadéquat. Moi, si je sors du rôle du médecin, mais je vais juste vers le rôle d'homme de 30 ans qui a des relations sexuelles, c'est sûr que moi, ce qui me dérange le plus dans mes relations, c'est quelqu'un qui s'excuse de ne pas avoir orgasmé ou de l'avoir fait, puis il y a quelque chose qui cloche dans l'éducation sexuelle des hommes et des femmes qu'on a à s'excuser
par rapport à l'orgasme ou de faker un orgasme, tu sais, c'est pas ça du tout. Là. Oui, puis il y a vraiment un stigma autour de ça, surtout chez l'homme, tu sais, je pense que la femme, on dirait qu'on entend souvent, tu sais, atteindre l'orgasme chez une femme, c'est plus difficile, blablabla, pas quelque chose que je suis pas pour ce discours-là, parce que je pense que ça fait en sorte qu'on reste dans le cercle vicieux de, mon Dieu, l'orgasme d'une femme, c'est vraiment compliqué. Je pense que vous le savez, puis que je l'ai dit souvent au podcast, ça fait environ 3 ans que je ne consomme plus d'alcool. Et la période des fêtes, c'est tout le temps comme... je me sens tout le temps un peu... pas étrange, mais j'ai vraiment l'impression que j'ai de la misère à trouver un breuvage qui est adéquat pendant la période des fêtes parce qu'évidemment, les gens autour de moi consomment. Et là, je suis tellement contente de vous parler d'un thé puis d'une tisane qui est faite un peu pour la période des fêtes puis qui fait en sorte que, oui, tu bois pas d'alcool, mais comme tu peux boire ton petit breuvage pendant la soirée. Donc ça, je trouve ça vraiment le fun. Je veux vous parler en premier de Au coin du feu, qui est une tisane de chez Camellia Sinensis, celle que je bois en ce moment d'ailleurs. C'est une tisane qui est réconfortante, qui fait honnêtement temps des fêtes et c'est une tisane que tu peux prendre le soir aussi, évidemment. Fait qu'il y a un petit party de Noël, relax. Je trouve que c'est vraiment un bon choix. C'est une tisane qui est chaleureuse et apaisante. Et c'est celle que je bois en ce moment, qui a une couleur, une espèce de petite couleur orange. Je sais pas. Ben, en fait, ça ressemble à la couleur du sachet. Donc, c'est... attendez, je vais essayer d'y goûter pour vous un peu décrire les... ce que ça goûte majoritairement, mettons. C'est une tisane qui est à la camomille. Donc, évidemment, on a camomille, de la cardamome, de la cannelle aussi, du gingembre. Tous des petits ingrédients réconfortants et apaisants. Et le deuxième aussi que je vais vous parler, qui ici est un thé, qui s'appelle Nuit étoilée, qui est un thé épicé chocolat et fruits rouges. Celui-là, je l'ai bu hier et je vous confirme qu'il fait encore temps des fêtes. Celui-là, c'est un thé, donc peut-être à prendre plus en journée, début de soirée, parce que le thé, il y a de la caféine dans du thé. Donc, voilà, c'est vraiment 2 bons produits, je trouve, pour le temps des fêtes. Comme je vous dis, moi, je trouve ça le fun de boire quelque chose de différent qu'un grand verre d'eau. Parce que c'est pas parce que je bois pas d'alcool que je peux rien boire d'autre. Donc, je trouve que c'est quelque chose de différent aussi. Et évidemment, encore une fois, des beaux cadeaux à offrir en cadeau de Noël. Sur ce, je vous laisse à l'épisode. Mais je suis un homme... Tu sais, moi, j'ai quand même eu des témoignages de justement un homme qui éjacule pas. Tu sais, ça a tout le temps été associé à la fin de la relation sexuelle, l'éjaculation, là, depuis comme très, très longtemps. Et un homme qui, justement, a de la difficulté à atteindre l'orgasme, je pense qu'il peut avoir une grosse pression de performance, voire même justement à faker un orgasme. Là. Tout à fait. C'est quelque chose qu'on entend, c'est ça, du côté de l'homme. Est-ce qu'il y a une différence entre un orgasme physique et psychologique? Grosse question. Yes, oui, il y a une différence. Souvent, on la sent pas parce que si on est chanceux, on la sent pas. Là, c'est tellement intimement lié. Ouais. L'aspect psychologique, c'est plus au niveau de l'excitation. Des fois, c'est une question d'amour, de sentiment. Mm-hmm. Aussi, quelque chose qui est incontrôlable. On peut sentir la chair de poule, des frémissements, puis on le sent vraiment intellectuellement. Mm-hmm. Alors que l'aspect plus physique, c'est plus neuromusculaire. C'est une perte de contrôle. Des fois, il y a des gens qui ne peuvent plus rester debout, genre, où ils ont vraiment des spasmes là, qu'on le sent. Fait que souvent, les deux viennent en même temps. Mm-hmm. Mais ce qui est le fun, c'est que l'aspect psychologique peut tellement primer. Là, ce qui est le fun de développer une relation avec quelqu'un. Puis quand tout est bien placé, tant au niveau intellectuel que psychique, que physique, c'est là qu'on peut avoir des orgasmes sans même de pénétration ou autre. Oui, fait que c'est ça qui est le fun. Là. Parce que, tu sais, d'avoir une érection, c'est un réflexe. Donc, avec une stimulation, tu peux avoir une érection, même si, par exemple, tu te sens pas particulièrement excité psychologiquement. Puis je pense qu'il y a vraiment un lien, c'est ça, à défaire. Tu sais, il y a des gens, par exemple, qui vont dire comme « Ah oui, tu sais, j'ai eu une érection, j'ai éjaculé, mais pourtant, il me semble que c'était pas... » C'était pas l'orgasme comme je le ressens dans d'autres expériences. On entend ça des fois. C'est un peu un sujet sensible, mais mettons, ça arrive, les hommes qui se font violer, souvent, ils éjaculent, puis c'est comme ça qu'ils le décrivent. Ils ont eu un orgasme, c'est purement physique, mais qu'il n'y avait aucun plaisir associé à ça. Là. Absolument. Puis je pense que ça peut tellement t'impacter négativement. Par exemple, si tu as vécu justement une violence sexuelle et ton corps réagit... Il y a cette culpabilité-là qu'on entend justement des hommes qui en parlent de comment tu voulais que moi, je puisse me valider en tant que victime quand j'ai eu une érection puis j'ai eu une éjaculation. Tu sais, je pense que c'est un gros mythe justement à défaire. Puis ça a déjà été, là, de moins en moins, mais ça a déjà été utilisé en cours aussi. Là, c'est le genre de choses qu'on entendait de comment tu peux nommer être victime de violence sexuelle si ton corps réagit puis théoriquement, ça a été associé au plaisir.
C'est quand même spécial. Oui, oui. Mais là, on a une compréhension des choses beaucoup plus. Absolument. On le voit aussi, mettons, chez la femme, par exemple, malheureusement, il y a des femmes victimes de violences sexuelles. Puis là, on comprend davantage aussi avec l'avancement de la psychiatrie puis de la psyché humaine. Ouais. Je veux dire, c'est des mécanismes de défense, de répondre comme ça, il y en a qui sont figés puis qui font plus rien, alors que d'autres, ils démontrent un peu, leur mécanisme de défense, c'est de démontrer du plaisir pour que ça finisse plus vite ou qu'il n'y ait pas de... qu'il n'y ait pas de violence par après puis de s'en sortir. Fait que c'est des réactions qui sont normales. Ah, absolument. Les violences sexuelles, c'est la complexité de ça. Oui, il y a comme la réaction du corps. Il y a aussi que c'est le genre de choses qui se passent à huis clos. C'est le genre de... on n'a pas accès, mais surtout, je voulais mettre l'accent sur le fait que ton corps peut réagir, mais ça n'égale pas un consentement que ton corps réagisse. Tout à fait. Est-ce que c'est possible de ne pas être capable de se donner soi-même du plaisir, de ne pas être capable de se faire mouiller? C'est sûr que c'est possible. Puis, dans toutes les questions, ce que j'aime, c'est que c'est toutes des choses qui peuvent être normales, mais difficiles d'en parler. Il y a certains d'entre nous qui sont chanceux d'avoir soit des familles avec qui on peut en parler, que l'éducation sexuelle était présente, ou des amis, nos amis de secondaire. J'ai des amis qui se comparent leur vulve, puis disent « Ah, crime, j'avais jamais vu ça, je savais pas que ça peut être comme ça. » Puis je pense que c'est normal. Le fait d'en parler rationalise puis normalise tellement de choses qui font qu'éventuellement la sexualité va être plus le fun. Fait que c'est normal. Il peut y avoir plusieurs raisons, surtout psychologiques. Là, des familles religieuses ou des familles plus un peu que la sexualité c'était tabou, il peut y avoir un sentiment de honte ou de culpabilité que même si consciemment on le ressent pas, il y a des pathways qui sont inconscients que notre moi intérieur, peu importe qu'on ait 18 ou 22 ou 15 ou 25 ans, de se dire, hey, on dirait qu'on a la voix de nos parents qui regardaient un peu la sexualité à la télé puis qui c'était très péjoratif. Là. Fait qu'il peut y avoir un sentiment de honte ou de culpabilité ou de dire pourquoi j'ai besoin de faire ça moi-même, mais qu'il n'y a personne qui le fait avec moi. Mais ça, faut le normaliser. Puis la masturbation fait partie d'une saine santé sexuelle. Même les gens qui sont en couple, il n'y a pas de moment qu'il faut arrêter de se masturber. Là. Fait que oui, il y a beaucoup d'aspects psychologiques. Puis pour ça, je pense que c'est important d'en parler avec une sexologue. Là, je pense que ça doit être vraiment plus répandu comme service. Puis il y a aussi des aspects, des fois, qui peuvent être purement physiques. Par exemple, l'anorgasmie, c'est un problème qui peut être médical. Des fois, dans le spectre des maladies dermatologiques comme le lichen, il peut y avoir un bout de peau qui se crée au niveau du clitoris, qu'on pense que c'est notre clitoris, mais finalement, le clitoris n'est plus accessible. Fait que c'est pour ça que la stimulation n'est pas possible. Fait que c'est pour ça d'enlever le tabou, d'en parler, puis d'aller voir des fois un médecin pour en discuter. Des fois, ça peut être des problèmes aussi plus organiques. Là, fait que... Non, c'est possible. Ce que tu dis, ça me fait penser quand j'ai fait mon stage dans une école secondaire où j'avais justement quelqu'un que je voyais en relation d'aide qui me disait que pour lui, la masturbation, c'était quelque chose qu'il ressentait physiquement, mais il y avait tellement de la misère à se laisser aller parce que c'était associé à... C'était quelqu'un qui était pratiquant, famille religieuse, qui était... La masturbation, c'est mal vu. Qui disait qu'au point qu'il doit prendre sa douche après puis qu'il se sent mal. Genre, dès que ça termine, là, genre le sentiment de honte, on peut comprendre que une personne comme ça ne pourra pas être 100% dans le laisser-aller dans la masturbation, par exemple. Donc, ça peut être une expérience différente. La sexualité, tu peux avoir un rapport différent à la masturbation qu'avec un ou une partenaire. Tout à fait. Puis je pense aussi, c'est de prendre le temps avant de... Mettons, par exemple, chez la femme, c'est de prendre le temps de s'explorer, d'être relax, de le faire dans un moment qui est opportun. Puis aussi de ne pas nécessairement changer de technique trop rapidement, puis de se laisser le temps. C'est pas une performance, il n'y a pas un chrono. Là, ça peut être... C'est une stimulation qui est répétée puis qu'on peut se découvrir comme ça. Fait que, il y en a... La plupart des femmes, c'est plus des stimulations clitoridiennes, mais des fois, c'est un peu par pénétration. Puis ce qu'on réalise avec le temps, c'est que le clitoris, ce qu'on voit, c'est vraiment le gland du clitoris, c'est ce qui est externe, mais qu'il y a deux branches qui descendent à l'intérieur du vagin. Fait au final, la plupart des orgasmes sont clitoridiens. C'est juste qu'il y a des régions qui sont un peu plus sensibles pour une femme ou pour l'autre. Fait que c'est juste de prendre le temps puis de ne pas se décourager, puis de se faire confiance. Puis ça, en général, ça va venir. Mais si ça ne vient pas, de ne pas hésiter à en parler au médecin, puis d'être ouverte. Puis ça, c'est une question, je ne sais pas si tu veux, on parle tout de suite. Oui, vas-y. Puis mais tu sais, il y a une des questions que c'était, est-ce que avec le retard sur la science, sur la santé de la femme, est-ce que je peux être à l'aise d'en parler avec mon médecin? Ça, je trouve ça tellement valide comme question, parce que c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est si présente que ça dans la formation. Mais il ne faut pas que les gens aient peur d'en parler. Puis, sachez que surtout chez la femme, là, je parle beaucoup de la femme,
il y a beaucoup de cliniques de santé sexuelle qui sont avec des gynécologues à Montréal notamment. Il y en a plusieurs. Autant pour les douleurs pelviennes que pour la santé sexuelle. Puis que c'est votre droit de demander à votre médecin de famille, s'il vous plaît, genre, si tu te sens pas à l'aise. Tu sais, je pense qu'un bon médecin, c'est pas un médecin qui sait tout, mais c'est quelqu'un qui a l'humilité, d'avouer qu'il n'est pas 100% à l'aise avec la question, mais qui prend le temps d'écouter, surtout de valider les vécus de la personne, puis ensuite de se référer, tu sais. 100%. De référer à une bonne clinique, puis d'aider, puis de s'informer. Fait que... oui, au niveau de l'orgasme chez la femme, il y a tellement... tu sais, moi, j'en ai parlé souvent au podcast, là, mais j'étais en couple pas mal, tu sais, toute ma vie, toute mon adolescence, puis je savais pas vraiment c'était quoi l'orgasme jusqu'à comme mes 20 quelques ans, là. Puis c'est vraiment, à un moment donné, je me suis dit comme... Mais semble que la sexualité, c'est le fun, mais j'atteins pas ce que les gens nomment, tu sais. Fait que je me suis mis dans ma chambre, mon chum, il était en haut, j'étais comme, là, j'essaye la masturbation, tu sais, je m'étais jamais masturbée de ma vie, j'avais justement 21 à peu près, là, j'ai 26, fait que tu sais, ça fait quand même pas si longtemps que ça, et ça a été... Tout le monde me disait, oh mon Dieu, atteindre l'orgasme chez une femme, c'est donc bien compliqué, puis tout, puis une fois que je l'ai vécu, j'étais comme... Faut se laisser le temps aussi, tu sais. Moi, c'était comme... Des fois, j'avais un peu l'idée que, tu sais, un homme qui se masturbait, ça prenait, genre, je sais pas, on va dire 5 minutes à atteindre l'éjaculation. Puis moi, même la première fois, c'était long, là, tu sais, ça a pris peut-être une demi-heure. Puis après, j'ai comme appris à connaître mon corps, appris à me découvrir. Mais longtemps, pour moi, l'orgasme, c'était quelque chose qui était vu comme inatteignable, pratiquement, là. C'est spécial. Oui, vraiment. Tu remettais tout ça en doute des fois que les gens mentaient un peu? Genre, pas qu'ils mentaient, mais que c'était comme exagéré? Au début, je me disais comme, est-ce que c'est moi que mon corps ne ressent pas assez? Parce que, tu sais, j'avais que du plaisir par interne. Puis j'en voulais pas, évidemment, mon partenaire, parce que même moi, honnêtement, je le savais pas, là. Tu sais, au secondaire, j'avais pas eu d'éducation là-dessus. Mais j'avais un partenaire sexuel, fait que j'avais comme pas senti nécessairement le désir d'explorer ailleurs. Tu sais, j'étais comme, bon, ben c'est ça, la sexualité. Et quand j'ai vécu l'orgasme, j'étais comme, ah, OK, c'est ça. Mais j'ai pensé pendant longtemps que la sexualité, c'était comme que ce que je vivais depuis des années, jusqu'à temps que je connaisse l'orgasme. Mais après, même d'atteindre l'orgasme avec un partenaire, ça n'a pas été la première fois. Là. Ça a vraiment pris du temps. Mais il y a un discours que je veux défaire de comme... Les femmes sont capables d'atteindre l'orgasme, là. Tu sais, je veux dire, faut arrêter parce qu'on rentre dans ce servicieux-là que c'est donc bien compliqué d'atteindre l'orgasme. Puis moi, ça m'a impacté définitivement parce que je me dis, ah, c'est compliqué, blablabla. Fait que même avec un partenaire, tu sais, souvent, mes relations sexuelles se finissaient par l'homme qui éjaculait puis c'était terminé, tu sais. Fait que je trouvais qu'il n'y avait pas cette place-là pour la femme de prendre sa place dans une relation sexuelle. Dans les couples hétéros, il y a plein d'études là-dessus. Là. Je veux dire, l'atteinte de l'orgasme n'est pas du tout 50-50. Là. Non, tout à fait. On est vraiment loin de là. Puis c'est vrai que les études le démontrent de plus en plus que c'est pas si plus compliqué que ça pour la femme de l'atteindre. C'est juste que historiquement, ça n'a tellement pas été une priorité puis ça n'a pas de bon sens. Là. C'est surtout la sexualité, c'est le plaisir partagé. C'est pas juste la finalité de l'homme, puis on passe à autre chose. Terminé, là. Non, 100%. Mais si on regarde un peu statistiquement que justement, la plupart des gens vont atteindre l'orgasme par la stimulation du clitoris externe, mais tu sais, je veux dire, ce qu'on faisait dire de la sexualité hétéro, c'est la pénétration. Tout était centré autour de la pénétration. Fait qu'on peut comprendre pourquoi, pendant longtemps, on pensait justement à quel point que c'était inatteignable d'atteindre l'orgasme par la pénétration. Passons au deuxième thème, pénis et sperme. Est-ce que c'est mauvais pour le corps d'avaler du sperme? Non, pas du tout. Il n'y a pas d'effet délétère. Quand le sperme arrive dans l'estomac, le corps est bien fait, il le détruit, puis il est excrété. Le seul lien qui peut être dangereux, c'est que si on avale du sperme, clairement, il n'y a pas de condom en général. Oui. Fait que c'est juste un plus grand risque d'ITSS, de transmission d'ITSS, mais à part ça, il n'y a rien de néfaste dans le sperme. Oui, puis les gens, c'est ça que j'ai remarqué, parce qu'à un moment donné, j'avais fait justement l'épisode d'ITSS, puis j'avais reçu beaucoup de commentaires de « Ah, je savais même pas qu'on peut avoir une ITSS dans la gorge. » Fait que ça aussi, puis la plupart des gens se protègent pas, tu sais, dans le sexe oral en général. Donc, puis tu sais, quand tu vas te faire dépister, en général, tu peux avoir justement le curetage dans la bouche, autant que dans le vagin et anal si tu pratiques l'anal, mais 100% que tu peux attraper une ITSS. Oui, c'est vraiment mal compris. Oui, vraiment. C'est intéressant de voir que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de publicité là-dessus ou de compréhension, mettons, dans les films ou à l'école, où c'est pas présent. Il faudrait que ça le soit plus. Tu sais, déjà dans la porno, les gens, on voit rarement une protection. Ouais. On en voit parfois par la pénétration, mais jamais, en tout cas, moi, jamais de ma vie que j'ai vu une protection pour le sexe oral. Jamais de ma vie. Donc, on pourrait
on pourrait vraiment croire qu'il n'y a aucune façon d'attraper une TSS. Jamais de mes pratiques non plus que j'ai utilisé une protection, mais d'où l'importance du dépistage aussi, là. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec toi. C'est pas si compliqué que ça, aller se faire dépister. Là. C'est ça. Vraiment, mais là, avec Prélib, maintenant, c'est incroyable. Prélib. Oui, oui. Des rendez-vous rapides, les résultats sont rapides aussi. Si on pense avoir besoin d'un examen médical, si on pense qu'on a une vaginite ou une vaginose, ça aussi, je voulais en parler tantôt, mais ça, c'est sûr qu'il faut un examen médical. Ouais. Mais s'il n'y a pas de perte malodorante ou de gros symptômes de grattage au niveau de la vulve, il n'y a pas nécessairement besoin de faire un examen médical. Ben oui, non, puis j'ai tout le temps l'impression que les gens pensent que un dépistage, c'est donc compliqué, mais Prélib ont tellement simplifié tout, là. Je veux dire, tu passes ton questionnaire, ils savent quel genre de test que tu vas passer. Quand tu vas sur place, il y en a que tu vas prendre prise de sang ou pas, par exemple, mais tout se fait en ligne. Après, tu rentres en clinique, ça prend porte à porte 10 minutes, là, puis c'est réglé. Là. Oui, vraiment. Ça vaut la peine. Moi, j'ai appris ça après mon bac en sexo, que j'ai comme compris Prélib, puis j'ai compris, parce qu'avant, j'étais comme... Faut que j'aille voir mon médecin, faut que j'aie une prescription, mais ça peut tellement être plus simple que ça. Là. Moi, je pense que j'ai appris que Prélib ça il y a 2 ans. Là. Oui, moi, non, ça fait 3 ans et demi que je suis médecin. Ça fait quoi? Ça fait 7 ans que je travaille dans les hôpitaux, soit en tant que stagiaire ou résident ou médecin. Puis ça fait 2 ans et demi que je le sais. Là, c'est fou! Moi, je l'ai appris après mon bac. Là. Non, 100%. Ils ont tellement simplifié. Puis moi, ça a été... Depuis que j'ai commencé à Prélib, je suis jamais allée ailleurs, mais la simplicité, puis... Moi, c'est vraiment... Je voulais me faire dépister, mais je savais pas comment, puis comment ça marchait. Mais une fois que tu connais cette option-là, je veux dire, ça rend ça tellement plus simple. Ben oui. Prochaine question. Qu'est-ce qui influence la qualité du sperme? On en a parlé un peu tantôt, mais mettons les gros éléments que tu dirais... Les gros éléments, rapidement, ce qu'on regarde quand on fait un spermogramme là, pour voir la qualité du sperme pour pouvoir féconder une ovule, c'est surtout, il y a 3 choses. La quantité de sperme, de spermatozoïdes en fait, la qualité, donc la forme, puis aussi la motilité, fait que leur capacité à se rendre vers l'ovule. Fait que ça, c'est tout simple. Puis ça, c'est des habitudes de vie à préconiser qu'on veut fertiliser quelqu'un ou pas. Fertiliser, c'est probablement pas le bon mot. Féconder une ovule. Féconder l'ovule aussi, avoir un enfant. C'est vraiment... c'est diminuer le stress, diminuer la fatigue, diminuer sa consommation d'alcool et de drogue. Le THC, c'est très délétère pour les spermatozoïdes. La pire affaire, c'est les stéroïdes. Les stéroïdes peuvent avoir un effet non seulement aigu, mais aussi à très long terme sur la qualité des spermatozoïdes, voire irréparable. Puis même, j'ai déjà vu des gens prendre des stéroïdes 1 ou 2 mois, ce qui n'est pas si long que ça, puis la forme des spermatozoïdes était plus possible, puis la motilité non plus. Fait que ça, c'est vraiment alcool, drogue, puis... aussi les stéroïdes, c'est surtout le pire. Il y a aussi, c'est sûr que la qualité aussi, si on parle de spermatozoïdes puis d'érection aussi, c'est sûr que le fait de fumer, c'est très mauvais. Il faut vraiment le voir, l'érection, il faut le voir comme c'est une question de tuyau. Au final, est-ce qu'il y a assez de sang qui va se rendre là? Oui, absolument. Fait que c'est vraiment cigarette, contrôle de maladies chroniques, comme c'est sûr que chez les jeunes, c'est moins fréquent, mais bon, l'hypertension, le diabète et tout ça. Fait que c'est tout... Ce que j'aime dire à mes patients, la qualité de vie, la qualité du sperme, la qualité de l'érection, c'est vraiment pas si compliqué que ça. C'est des habitudes de vie. On dort bien, on mange bien, on consomme pas trop d'alcool, la drogue jamais, stéroïdes jamais, puis on est golden. Là. Est-ce que c'est le genre de choses que tu as entendu dans ta pratique? Moi, on dirait que c'est rare que j'ai entendu que justement un couple voulait avoir un enfant, puis que l'homme a changé ses habitudes de vie à cause de ça. Est-ce que c'est le genre de choses que vous dites, par exemple, que tu suis quelqu'un qui veut justement tomber enceinte, puis... Tout à fait. Moi, c'est sûr que c'est pas ma spécialité, là, la fertilité, mais c'est souvent des personnes viennent me voir pour que je les réfère en clinique de fertilité. Puis la première chose que je leur dis, souvent, la femme, elle vient seule. Là, ça, c'est jamais. Là, la fertilité, c'est une question à 2. 100%. Puis la première chose que je dis aussi, c'est que, monsieur, on va faire un spermogramme, puis il faut évaluer la qualité des habitudes de vie, puis les changer tout de suite. Là. Puis souvent, avant de voir un spécialiste en fertilité, ce qui est comme positif et négatif en même temps, mais ça prend quand même plusieurs mois. Fait que l'homme a le temps de changer ses habitudes avant que la femme passe tous les tests. Là, fait que, pour la femme, il y a beaucoup de tests, notamment estimation de la réserve ovarienne, puis tout ça. Mais en attendant, l'homme, là, il perd rien à améliorer ses habitudes de vie, puis continuer à essayer d'avoir des enfants de manière naturelle avant de faire des tests. T'sais. Oui, 100%. Puis c'est bien qu'on ait nommé tantôt aussi que pour arriver à maturité, le spermatozoïde, ça prend autour de 70 jours. Donc, on voit que c'est pas une affaire de 24 heures là, pour
l'importance de changer ses habitudes de vie sur du long terme. Comme tu dis, ce qui va beaucoup impacter, c'est les stéroïdes, mais comme tu dis, alcool, drogue aussi. Pendant cette période-là, évidemment, on le sait à quel point ça peut être nocif pour le corps, mais particulièrement pendant cette période-là, puis c'est pas une histoire de 24 heures de changer ses habitudes de vie. Exact. Puis il faut le voir comme un... Peu importe ce qu'on veut changer, il faut le voir, c'est vraiment petit train va loin. Là. Le but, c'est de ne pas changer du jour au lendemain. Ouais. S'améliorer de 2-3% par semaine, ben ça ne prend pas un an qu'on est rendu à 100%. C'est des petits changements très fins. Là. Genre, même si tu fumes 2 cigarettes de moins par jour, ben c'est déjà ça. C'est un bon début. Puis, comme ça, il faut le voir. Puis, il faut arrêter de voir l'amélioration de peu importe ce qu'on fait. Il faut arrêter de le voir comme une progression linéaire. T'sais. C'est sûr que si tu regardes de loin, ça va tout le temps être comme ça. Mais c'est un peu comme la bourse. De jour en jour, ça fait comme ça. Puis, il faut l'accepter. On va avoir des semaines de merde. On va avoir des semaines que ça ne nous tente pas. On va aller au gym une fois. On va rebrosser 2 fois. C'est normal. Il faut l'accepter. Il faut juste dire, OK, on prend un pas de recul. Puis on n'oublie pas l'objectif final. 100%. Puis je trouve que la femme et la personne justement qui va porter l'enfant est souvent vue comme la personne à blâmer si le couple, les personnes qui veulent avoir un enfant ensemble ne sont pas capables. J'ai l'impression qu'on explore rarement. Mais après, en fertilité, je veux dire, ils le savent, là, mais j'ai l'impression que c'est tout le temps comme si la femme, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Mais je veux dire, tu sais, oui, il y a la quantité, mais il y a aussi, comme tu dis, c'est un spermatozoïde qui va bien, puis parce que le spermatozoïde, il y a un chemin à faire. Là. S'il n'y a pas la bonne forme, la tête, la queue qui fait en sorte qu'il peut se déplacer facilement, ça ne se rendra pas à l'ovocyte. Là. Exact, tout à fait. Le chemin ne sera pas fait. Là. Puis il y a un long chemin, pareil. Là. Ben oui. Fait que, c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient en forme, les petits. Ben non, mais 100%, puis je trouve qu'on n'en parle pas assez, justement, puis on blâme beaucoup la femme par rapport à ça. Bien d'accord. Prochaine question. Pourquoi certains hommes perdent leur érection lorsqu'ils mettent un condom? Ça, on entend ça souvent, et c'est souvent une raison pour laquelle les personnes qui ont un pénis ne veulent pas mettre de condom. Ça, c'est vrai. C'est sûr que, tu sais, il y a une question purement physique. Là. C'est sûr qu'il y a moins de sensations qui est liée à ça. Mais ça amène aussi un point où on parle beaucoup d'orgasme plus psychologique chez la femme, mais on n'en parle presque jamais chez l'homme. Tu sais, je pense que c'est le temps que les hommes apprennent justement à développer justement cet intérêt-là tactile. Ça peut être, tu sais, l'orgasme, il pourrait venir juste de toucher une personne avec les mains. Je parle même pas de toucher les organes génitaux, là, juste la sensualité. Il faut mettre l'accent un peu plus là-dessus, je pense. C'est sûr que... Parce que si on tape juste sur le pénis, c'est sûr que le condom, on sent moins. C'est quelque chose de physique. Absolument. C'est normal. Fait que, tu sais, d'accès justement si on parle juste du condom, par exemple, on peut mettre un peu plus de... Tu sais que la plupart des condoms ont des lubrifiants, mais on peut en mettre un petit peu à l'intérieur, un peu à l'extérieur. C'est sûr qu'il faut... Ça, je le dis aux boys, là, mais tu sais, on n'a pas tout besoin de mettre des magnums. Là, il faut trouver la bonne taille puis que ça soit confortable. Comme ça, tu vas pas mal plus aimer ça. Puis la personne aussi. Là. C'est pas parce que tu mets un magnum lousse qu'elle va penser que tu as un gros pénis. Là, ça marche pas. 100%. Puis je pense que le problème avec le condom, c'est qu'on l'a comme associé à quelque chose de... tu sais, limite négative, comme si ça mettait une pause à la relation sexuelle, le temps d'installer le condom, mais ça peut tellement faire partie du jeu puis de la relation sexuelle. C'est pas obligé d'être vu comme le moment malaisant. Tu sais, ça peut s'intégrer. Je pense que c'est la vision du condom qui est plus problématique que, oui, ça diminue les sensations, comme tu le dis, mais je veux dire, je pense que c'est tout ce qui est autour puis toute la dimension psychologique aussi qui impacte. Vraiment, vraiment, tout à fait ça. Puis ça revient à la communication, là, on ne nommera jamais assez. Pour que ça devienne dans la routine sexuelle, il peut y avoir une communication. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être attends, là, on parle pas, puis je mets ça. Là, oui. Mais non, 100%. Puis, tu sais, c'est le meilleur moyen de contraception qui nous protège contre les ITSS et contre les grossesses aussi non désirées. Puis, tu sais, j'en parlais avec mes amis, on dirait que plusieurs personnes ne veulent pas utiliser le condom, mais souvent, ce qu'on entend, c'est plus comme le moment malaisant, plus que comme la perte de sensation. J'ai l'impression que les gens, ça les gêne, tu sais, ce moment-là. Mais je pense que c'est on a malheureusement donné une mauvaise réputation au condom. Je pense que c'est ça qu'on a fait. C'est d'où ça vient? Ben, je pense que peut-être à la base, ça vient d'une perte de sensation, mais je dirais aussi beaucoup dans la vision de la pornographie, tu sais. Déjà, ils en mettent pas. Fait que, tu sais, on voit rarement ça, tu sais. On n'est pas habitué à voir ça, à voir quelqu'un qui met un condom. Encore moins d'une façon sensuelle puis d'une façon dont ça fait partie. Tu sais, je pense que la pornographie, on n'est pas beaucoup là-dedans, là. On apprend pas mal par... de plus en plus, là, d'ailleurs, là, par ça. Fait que si toi, t'as jamais associé le condom à une relation sexuelle, après, t'arrives dans la vraie vie, puis comme ton partenaire exige le condom,
c'est là que tu peux être, j'imagine, comme « Ah, j'ai jamais vu ça, je sais pas comment faire ça, ça va créer un moment malaisant. » Je pense que là, pour nous, on est un peu pour beaucoup là-dedans. Là. Puis c'est pour ça que je pense que c'est important de se montrer vulnérable. On est déjà très vulnérable avec nos partenaires sexuels. Pourquoi on l'est pas plus? Pourquoi on parle pas plus de « OK, hey, j'ai peur de perdre mon érection ». Puis tu sais, c'est la fille ou le gars peut mettre le condom pour l'autre. Tu sais, ça peut être, justement, ça commence à être un jeu, puis d'expliquer, puis tout ça, puis de parler, puis de pas avoir honte de dire « Hey, là, ça... Je le sens moins », puis tu sais, il y a plein de choses qui peuvent être faites, puis le fait d'en parler, beaucoup d'hommes associent ça à un signe de faiblesse, alors que je pense vraiment que c'est un signe de force, puis on le voit chez la femme, il y a encore plus une connexion qui se crée, tu sais, je parle de femmes, puis je parle beaucoup de relations hétérosexuelles, là, je m'excuse, mais tu sais, je veux dire, ça amène une certaine connexion puis une certaine sécurité qui fait que la relation sexuelle est encore meilleure, puis qui peut amener justement à diminuer l'anxiété de performance, tu sais. Je dis ça aux boys, les femmes ne pensent pas qu'on est des Apollons puis que ça va durer 25 minutes à chaque fois. Puis tu sais, de juste le dire, moi j'ai eu des patients qui me parlaient d'éjaculation précoce. Ouais. Mais il y a beaucoup de ça qui est lié avec l'anxiété. Là. Puis juste d'en parler avec la partenaire, ben elle a peut-être des trucs, puis en fait, il y a plusieurs trucs par rapport à ça. Puis il y a même de la médication au besoin, tu sais, mais juste le fait d'en parler, puis que ça soit ouvert, ça amène à vraiment améliorer ce problème-là. Là. Absolument, puis on peut juste prendre l'exemple de si quelqu'un le fait puis en parle, jamais que, tu sais, on devrait réagir d'une... À chaque fois, on va voir plus comme une connexion d'intimité puis une vulnérabilité de l'autre personne, rarement que ça va nous refroidir. Au contraire, je pense que ça rapproche d'apporter la discussion, la communication, la connexion dans le rapport sexuel. On n'est pas obligé de reproduire un film porno là, à chaque relation sexuelle. Exact. Puis ça qui est délétère avec la masturbation, pour faire du pouce là-dessus, c'est juste que faut juste pas... Tu sais, je pense que le porno a sa place dans l'éducation sexuelle puis même la vie sexuelle d'un couple. Faut juste comme choisir son type de porno puis que faut faire attention. Tu sais, je pense qu'en tant que parent, éventuellement, si on a des enfants, il faut participer à cette éducation-là puis leur démontrer qu'est-ce qui est normal puis pas, puis de pas avoir des fantasmes ou des scénarios qui sont complètement irréalistes. Là, mais je pense que le problème avec la porno, surtout quand on peut en consommer jeune, c'est de le voir beaucoup plus comme une réalité, comme du acting. Je pense qu'il est beaucoup là, le problème. C'est vraiment plus quand on est jeune ou on a de la misère à avoir un sens critique peut-être par rapport à la pornographie, qu'on le voit. Tu sais, souvent, c'est notre premier contact réel avec c'est quoi une relation sexuelle pour beaucoup. Moi, j'ai eu la chance que ça me tout le temps comme... En tout cas, jeune, ça m'écœurait. C'est plus le cas aujourd'hui, mais reste que, tu sais, quand j'ai fait mon stage justement à l'école secondaire, puis les jeunes qui me posaient des questions, j'étais comme, c'est sûr que ça, t'as pas vu ça dans un livre. Là. Ce que tu me présentes en ce moment, je suis pas mal sûre que t'as vu ça sur un site pornographique, puis de penser que ça, c'est la réalité, c'est un peu plus ça le problème. Là. Je suis bien d'accord. Est-ce que la non, ça, je l'ai dit. Est-ce que la masturbation a une date? Est-ce que c'est vrai qu'il y a moins de spermatozoïdes quand on éjacule souvent? On l'a un peu couvert tantôt. Oui, c'est ça. À court terme, oui, mais pas à long terme. Là. Absolument. Prochain... ça, c'est ma question préférée. Prochain thème, douleur et inconfort. Est-ce que c'est normal que lorsque j'ai une relation sexuelle, à toutes les fois, j'ai envie de péter? Ça peut sembler drôle, mais c'est très handicapant. Mes pets puent beaucoup. 3 petits points. Ben ça, c'est une excellente question là, que j'aimerais scinder en deux. Là. Il y a l'odeur des pets. Là. Je vais comme rassurer que c'est normal. Il y a beaucoup de gens qui pètent pendant les relations sexuelles, puis il y a beaucoup de gens que leurs pets sentent mauvais. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui cloche nécessairement. L'odeur des pets peut dépendre de beaucoup de choses, notamment le microbiote de ce qu'on a mangé. Si on a pris un des conseils, c'est de ne pas prendre des trop gros repas trop fréquemment, notamment juste avant les relations sexuelles. Je ne sais pas si vous avez déjà essayez des parfums aux phéromones. Un parfum aux phéromones, ça va éveiller les sens et le désir naturellement. Et aujourd'hui, je veux vous parler de celui de Floravie. Moi, j'ai celui Attraction, OK? C'est le genre de parfum, des parfums aux phéromones, là, tu mets ça avant d'aller en date, mais tu peux aussi, évidemment, mettre ça n'importe quand dans ton quotidien. C'est pour se sentir séduisante, attirante. Je trouve ça le fun parce que ça fait, tu sais, c'est comme un nouvel item de ta préparation avant d'aller en date. C'est avec des huiles parfumées qui réagissent à la chaleur du corps. Donc, l'odeur aussi est présente. Et moi, celui que j'ai, c'est Attraction. Moi, j'ai toujours bien de la misère à vous décrire un parfum, mais je dirais qu'il est chaleureux, sensuel, un peu sucré, mais tu sais, pas sucré comme guimauve vanille, là. Enveloppant. Oh mon... Genre, c'est vraiment... je dirais que c'est comme
réconfortant. C'est comme un câlin, ce parfum-là. Et il sent les agrumes, la fleur d'oranger, le jasmin, l'ambre. L'ambre, c'est justement l'espèce de petit odeur de vanille que je vous dis, mais qui n'est pas de la vanille. De l'ambre, c'est un peu plus doux, donc c'est pour ça que c'est moins comme agressif, un peu comme odeur. Il y en a un autre qui existe, qui est Fascination. Donc, quelqu'un qui veut un parfum un peu plus frais, floral, légèrement fruité, ça serait cela à utiliser. Donc, c'est les deux fragrances que je voulais vous parler aujourd'hui. Je veux dire, c'est vraiment un item à ajouter avant ta date. Tu te mets une petite shot de parfum, tu le traînes avec toi. Vous voyez à quel point c'est comme format voyage. Tu mets ça dans ta sacoche, tu vas aux toilettes, tu te rajoutes une petite shot, tu continues la soirée. Donc, je vous conseille vivement d'essayer des parfums aux phéromones, d'aller les sentir au ch'ti, évidemment, chez Séduction, ou de les commander en ligne avec le code promo apéro15. C'est sûr que d'aller voir une nutritionniste pour mentionner cet aspect-là, puis de voir est-ce qu'il y a quelque chose, puis de faire surtout un journal alimentaire pour voir est-ce que mes pets puent plus à certains moments selon ce que j'ai mangé. Fait que ça comme l'aspect d'odeur, mais ça peut être normal, tu sais, des gens qui mangent méticuleusement bien, puis que les pets sentent mauvais, puis c'est correct, tu sais, t'es pas plus malade ou pas nice que quelqu'un, là, fait qu'ils sont, je veux vraiment rassurer. Puis le deuxième aspect, que tu sais, de péter pendant l'acte sexuel, ça peut être normal, là, en fait, physiologiquement, c'est normal, parce que c'est sûr qu'il y a une pression qui se crée sur le plancher pelvien. Le plancher pelvien est intimement lié à l'abdomen, puis il y a des déplacements d'air qui ont lieu. Fait que c'est sûr que d'être le moins possible ballonné avant les relations sexuelles, puis aussi des choix de position. C'est sûr qu'il y a des positions qui contractent un peu plus ou qui donnent plus de pression au niveau de l'abdomen puis du plancher pelvien vont être plus propices à faire péter, comme mettons le missionnaire, c'est un bon exemple. C'est une excellente position que j'adore, mais c'est sûr que ça crée plus de pression, puis ça peut faire péter un peu plus. Puis surtout d'en parler avec le partenaire, c'est sûr que ça va améliorer les choses. Ouais, ça, c'est sûr qu'il y a un gros tabou autour de ça, mais ce que tu sais, c'est fou parce que moi, j'ai le côlon irritable, puis j'en ai parlé 56 millions de fois au podcast. Ça a beaucoup impacté ma sexualité, justement, parce que même si c'est pas intimement lié, tout bouge, là. Tu sais, moi, c'est comme, le côlon irritable fait que je sens beaucoup tout, et il y a des positions que je peux juste pas faire à cause de ça. Et c'est ça que les gens ont de la misère, des fois, à comprendre ou à... Ben, même à... C'est un apprentissage, là. Tu sais, je veux dire, il faut que tu vois qu'est-ce qui fonctionne pour toi, qu'est-ce qui fonctionne pas. La courbe du pénis aussi peut impacter. Donc, tu sais, il y a tout ça qui peut faire en sorte qu'il peut avoir des douleurs plus digestives quand tu as un rapport sexuel. Le ballonnement, évidemment, aussi. Puis ça, pas hésiter à parler aux médecins aussi, tu sais, parce que le côlon irritable, il y a une compréhension des choses puis des molécules qui ont été développées dans les dernières années qui ont vraiment fait avancer. Tu sais, moi, j'ai des patients de 75 ans qui ont eu le côlon irritable toute leur vie, ils ont des douleurs, on leur a dit, excusez-moi, il n'y a pas grand-chose. Puis on essaie une ou deux molécules, puis finalement, c'est une nouvelle vie, là, fait qu'il faut vraiment pas hésiter à en parler. Puis c'est sûr aussi que tu en parlais, la courbe du pénis, il y a aussi l'angle, tu sais, mettons, chaque position peut se faire dans un angle différent, autant chez la femme que chez l'homme. Fait que juste prendre le temps d'en discuter, puis en général, ça se règle. Les gens vont m'en vouloir si je te demande pas c'est quoi que, pour le côlon irritable, il y a eu comme avancée. Je sais pas si t'as, tu sais, des petites pistes, parce que j'en ai parlé tellement souvent, puis c'est fou à quel point... Le côlon irritable, moi, ça fait 6 ans que je vis avec ça. Puis j'ai fait tous les tests possibles, là, colonoscopie, tout. J'ai tout fait. Évidemment, tout le monde me dit Crystal Clear, tout est beau. Est-ce qu'il y a des molécules, des médicaments qui ont été développés qui aident pour le côlon irritable? Ben, par définition, le côlon irritable, il y en a 3. Là. Il y a le côlon irritable à prédominance de diarrhée, de constipation, puis mixte. Fait que, tu sais, d'emblée, il faut prendre le temps de voir c'est quoi le type, puis d'en parler avec un médecin pour évaluer ça, parce que les thérapies sont différentes pour chaque type. Puis, tu sais, il y a des thérapies, c'est par échelle. Tu sais, il y a comme une première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Puis, c'est au niveau surtout de la 2e, 3e ligne qui s'était vraiment développé pour des gens qui, mettons, quelqu'un qui a le côlon irritable, qui a beaucoup de diarrhée puis de spasmes. Ben, c'est la première ligne, c'est de l'imodium avec des antispasmodiques. Souvent, on arrêtait là. Là, il y a comme des antidépresseurs d'ancienne génération qui peuvent être tentés. Ça fait comme 10-15 ans que ça existe. Puis, depuis quelques années, il y a des molécules nouvelles. Parce que le côlon irritable, au final, c'est un syndrome fonctionnel de douleur, puis c'est des signaux neurologiques qui sont entre le cerveau puis le côlon qui sont mal perçus, puis ça envoie des crampes aussi. Fait que, tu sais, c'est complexe, mais pas tant que ça aussi. Fait que, tu sais, il y a vraiment des molécules, malheureusement, elles ne sont pas encore couvertes par la RAMQ, mais les gens qui ont la chance d'avoir des assurances privées, ça peut vraiment être tenté, puis ça peut vraiment aider. Puis comme tu l'as dit, avant de
conclure au côlon irritable, c'est sûr qu'il faut faire une colonoscopie puis des investigations pour voir est-ce qu'il y a une maladie plus organique qui est inflammatoire qui cause ces douleurs-là. Est-ce que tu serais à l'aise de dire le nom des molécules? Évidemment, on prescrit ça à personne en ce moment, c'est pas du tout ça. Je pense que, comme tu dis, parce que moi, je suis rendue à la 3e ligne. Moi, je prends l'antidépresseur Elavil, tricyclique, qui m'a aidée, mais ça n'a pas fait de miracle. Mais comme c'est quelque chose qui évolue beaucoup, est-ce qu'il y a des molécules que toi, par ta pratique, tu as vu qui pouvaient fonctionner? Évidemment, allez voir votre médecin. Évidemment, là, on fait la consultation de personnes en ce moment, mais je suis curieuse de voir si toi, tu as vu des molécules qui pouvaient avoir un impact positif pour le côlon irritable. Oui, il y en a, mais je ne mentionnerai pas ici. Là, parfait. Juste pour, d'un point de vue comme éthique, là, en termes de médication puis de nombre de molécules, c'est pas optimal à mentionner, là, mais sachez que ça existe, puis juste le mentionner au médecin. Oui, le conseil de poser des questions au médecin, puis de demander justement de peut-être pas arrêter à l'imodium puis aux antispasmodiques, on peut monter. Comme je dis, moi, c'est une gastro-entérologue qui m'avait parlé d'un antidépresseur tricyclique. Quand t'entends ça, t'es comme, non, c'est quoi le lien? Le Elavil, moi, m'a aidé avec les douleurs chroniques. Tu sais, j'en ai parlé au podcast. Évidemment, aller voir un médecin. Je ne suis pas médecin. Mais reste que pendant longtemps, moi, on s'était arrêté, comme tu dis, à la première instance. Puis c'était comme, ça va être ça. C'est ça, il ne faut pas hésiter. Tu sais, moi, j'essaie le plus possible de le dire à mes patients. Je les ai vus il y a 6 mois. Ils reviennent, puis c'est pas mieux. Puis là, je me sens tellement mal. Je suis comme, OK, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que cette personne-là pense qu'elle ne peut pas venir me revoir ou pense qu'elle va me déranger. Fait que là, j'insiste à chaque patient. Je dis, là, ça dépend du problème de santé, là. Mais tu sais, il y en a que c'est 2 semaines, 4 semaines ou 8 semaines. Si ça ne fonctionne pas après ce temps-là qu'on se dit, n'hésitez vraiment pas à aller voir votre médecin. C'est votre droit. C'est pour vous. Là, votre qualité de vie est impactée par ça. Puis on est là pour ça. Là. Pour moi, c'est un réel plaisir de me casser la tête des fois. Puis des fois, honnêtement, je ne le sais pas tout le temps, qu'est-ce qu'il faut faire, mais on a les ressources, on sait où aller les chercher. Des fois, j'appelle des spécialistes, puis là, je leur demande, puis n'hésitez pas à... Tu sais, chaque médecin a son approche, mais n'hésitez pas à juste comme à le demander puis à vous informer. Puis la plupart des médecins sont très ouverts à ça. Là. Absolument. Puis comme tu dis, s'ils n'ont pas la réponse, ils peuvent aller trouver l'information ou référer aux besoins. Okay. Prochaine question. Je ressens parfois lors d'un rapport et selon les positions des douleurs lors d'une pénétration intense. Ouais. Je trouve qu'il est dur de distinguer les bonnes douleurs et des mauvaises. Puis ça, je relate beaucoup. Ouais. Je trouve que parfois, surtout par la pénétration, des fois, c'est difficile de savoir si c'est correct, si c'est pas correct. Est-ce que c'est... Je trouve ça tough. C'est quelque chose que tu as entendu souvent, que les gens ont des douleurs, qui ont de la misère à savoir si positif, négatif? Ça m'est arrivé, oui. Mais je pense, tu sais, de prime abord, je pense qu'il faut comme dire, il n'y a pas de bonne douleur autre que, tu sais, le spectre des gens qui... Oui, dans le BDSM. Le BDSM, on n'est pas là-dedans. Absolument. Dès que ça brûle, dès que ça pique, dès que ça gratte, dès que c'est un choc électrique qui est comme... C'est une perception négative, si ça fait grimacer de manière négative. Il faut se fier aussi à notre corps. T'sais, notre corps nous envoie des signaux, puis souvent notre cerveau puis notre visage réagit, puis il ment pas. Fait que dès que c'est ça, c'est mauvais. Il n'y a pas de bonne douleur en termes sexuels, puis ça peut être difficile à dire. Là. Ça peut être difficile à dire à son partenaire, mais c'est une question d'angle. C'est une question d'angle, des fois, c'est une question de partenaire, de taille ou de forme de pénis. Puis il y a aussi souvent une question de... il y a tout le spectre du vaginisme et des douleurs pelviennes chroniques qui peuvent être liées au plancher pelvien. Là. Fait que tout le spectre des douleurs au niveau vaginal, n'hésitez pas à aller parler à votre médecin. Puis surtout, là, l'affaire que je pense qu'il y a une chose à retenir du podcast, c'est les physiothérapeutes en plancher pelvien puis en santé périnéale. 100%. Moi, je savais même pas que ça existait avant le bac, là, puis c'est fou. Moi, j'en ai vu une pour justement le rapport avec le côlon irritable, mais c'est fou à quel point il y a tellement plein de choses qui parlent du plancher pelvien, là, puis à quel point ça peut se travailler aussi. Exact. C'est tellement méconnu. Puis ce qui est le fun, c'est que juste... Vous allez sur l'Ordre des physiothérapeutes du Québec, il y a une liste, vous marquez plancher pelvien avec votre région, puis vous allez trouver des cliniques réputées qui vont vous aider. Puis c'est souvent des femmes, là, les physiothérapeutes qui font ça, mais elles sont excellentes. Là. Ils ont tellement une belle approche, ils vous accompagnent. Puis les douleurs, c'est vraiment plus fréquent qu'on pense. Mm-hmm. Puis c'est souvent, il y a aussi l'aspect psychologique, mais il y a l'aspect aussi physique. Là. Des fois, c'est un mauvais souvenir du corps. Par exemple, ça peut être une infection urinaire, une vaginite, une ITSS, ou même, malheureusement, des fois, des violences sexuelles. Absolument. Puis c'est vraiment une contraction involontaire puis relativement anormale des muscles. Fait que c'est quelque chose qui se réhabilite. Fait qu'il ne faut vraiment pas hésiter à en parler puis aller chercher justement la physiothérapie périnéale, c'est incroyable. Puis
Ça aide notamment pour ça, pour les douleurs chroniques, mais aussi en postpartum, pour des pertes urinaires. Tu sais, c'est vraiment insane. Puis souvent, tu te dis, c'est difficile de se connecter à son plancher pelvien puis de savoir ce qui se passe. Mais justement, moi, quand j'en avais vu une, elle était comme... Là, tu sais, on le sent vraiment que tu contractes involontairement, c'est vraiment serré. On va faire des exercices pour relâcher. Après, évidemment, il y a le contraire. Mais, tu sais, ils sont vraiment capables de cerner d'où peuvent partir tes problèmes avec un examen et après un suivi. Il y a des exercices à faire pour le plancher pelvien. Tout à fait, exactement. Puis, tu sais, tout ce qui est organes génitaux, le vaginisme, même la lubrification, c'est tout. Mon ami gynécologue a dit tout le temps, il y a un axe mind, body, soul, puis c'est 100% vrai. Puis cet axe-là doit être parfaitement aligné pour qu'il n'y ait pas de douleur, qu'il y ait une bonne lubrification, puis avoir du plaisir. Puis il faut prendre le temps, tu sais, de faire cet effort-là. On se le doit, là, tu sais, la sexualité, c'est tellement le fun, c'est tellement quelque chose d'intéressant, autant en couple que pas, que de se priver de ces services-là, c'est plate. Puis c'est pour ça qu'il faut que le monde sache que ça existe, puis de ne pas se reposer et se dire « Ah, ben, je suis faite comme ça, puis j'ai mal. » Non, tu sais, il y a des choses à faire, là. Absolument. Je pense que j'ajouterais aussi par rapport à ça que pour les douleurs, j'ai l'impression que, comme on dit un peu depuis le début, la sexualité est très génitalisée et très axée sur la pénétration. Puis moi, ce qui m'aide, c'est de pas commencer avec la pénétration. Tu sais, le corps a besoin de se détendre beaucoup. Donc, il y a aussi ça oui, l'attente, puis aussi la grosseur, que ça soit un jouet, peu importe, tu commences pas avec comme ton plus gros jouet, là, tu sais, dans la première seconde. Donc ça aussi, je pense qu'il faut apprendre puis laisser le temps à notre corps de se relâcher parce que, justement, on veut pas avoir des contractions involontaires. C'est ça qui va apporter la douleur au niveau de la pénétration. Tout à fait. On y va de petit, puis on peut, après, tu sais, juste pour les jouets, là, c'est de commencer petit, là, puis pour l'anal aussi, là, tu commences pas avec ton plus gros butt plug, là, tu sais. On y va une étape à la fois. Prochaine question dans la catégorie encore douleur, inconfort. Quelle odeur au niveau des parties génitales sont normales? Ouais. C'est sûr que, tu sais, tout le monde a il y a un spectre d'odeur qui est normal, puis chaque personne a son odeur propre à elle, qui est vraiment multifactorielle. Là. C'est beaucoup du microbiote vaginal, et ainsi de suite. Mais je veux rassurer les filles, c'est que vous n'êtes pas censé sentir comme le vagicile. C'est pas censé sentir les fleurs ou quoi que ce soit. La coconut ananas, là. Ça n'a vraiment pas de sens. Puis je veux pas rien contre cette marque de savon-là, mais c'est vraiment mauvais pour la santé des organes génitaux. Là, absolument. De l'eau, ça fait la job. Exact. C'est ça qui est important. Des odeurs puis des pertes, c'est très normal. Un vagin sec, c'est un vagin pas en santé. Là. Fait que c'est vraiment le contraire. Là. Fait que c'est normal d'avoir des pertes. Les pertes aussi peuvent fluctuer selon où on est dans le cycle menstruel. Oui. Ça, c'est normal. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour favoriser l'implantation de l'ovule et du spermatozoïde si c'est de la fertilité. Fait que ça, c'est 100% normal. Quand on parle de perte ou d'odeur anormale, c'est vraiment un gros changement par rapport à vos habitudes. Ça, c'est le premier cue. Le deuxième, c'est, mettons, des pertes plus... Tu sais, des pertes normales, c'est souvent plus translucide, un peu blanchâtre, mais c'est pas censé être grumeleux, c'est pas censé être comme du fromage cottage non plus, puis c'est pas censé piquer, puis c'est pas censé être gris, c'est pas censé sentir mauvais. Fait que c'est toutes des choses qui devraient vous allumer, dire « OK, il faut que j'aille voir mon médecin à ce moment-là ». Puis c'est pas censé piquer non plus. Absolument. Puis c'est pas toujours une ITSS aussi. Comme on dit, fromage cottage, moi, ma première infection en levure, en plus, j'étais pendant le bac en sexo, où justement, j'avais des pertes qui étaient anormales. Mais on dirait que dès qu'on a comme un problème au niveau des organes génitaux, on se dit ITSS. Mais c'est pas que ça. Là, c'était une infection vaginale à la levure, par exemple. Donc, tu sais, je pense qu'au niveau des pertes aussi, il peut y avoir des mythes autour de ça. Ça peut faire peur. Tu sais, une infection vaginale à la levure, c'est pas le fun, ça pique. Tu sais, il y a rien de le fun. Puis c'est beaucoup associé ça à une ITSS, puis ça se peut que ça soit pas ça. Là. Moi, j'ai pris du fluconazole oral, c'était réglé, merci, bonsoir. Là. Exact. Ben, en fait, c'est pas une ITSS. Exact. Les infections à la levure, c'est jamais une ITSS. Ça peut être causé par des antibiotiques qu'on a pris dans les 3 derniers mois. Ça peut être causé par du stress, ça peut être beaucoup de choses. Puis aussi les vaginoses, c'est l'odeur de poisson. Beaucoup de gens associent ça soit à une ITSS ou une gène déficiente, alors que c'est aucun des deux, là, en général. Là. Ça peut être transmis sexuellement, ça je veux le mentionner, mais c'est pas mal rare. La cause première, en général, c'est les douches vaginales trop fréquentes. Puis avec des savons parfumés, ça augmente, c'est que ça détruit votre microbiote. Fait que nous, on a besoin de ces bactéries-là pour combattre les mauvaises bactéries. Fait que ce que ça fait en faisant des douches vaginales trop fréquentes ou trop intenses avec du savon, ben, les bonnes bactéries partent, ça laisse la place aux mauvaises bactéries qui peuvent causer ce qu'on appelle la vaginose bactérienne, qui est l'odeur de poisson,
qui en général, elle pique pas trop, mais il y a une odeur de poisson. Absolument. On avait justement une question au niveau des pertes 101, puis tu sais, je pense que tu as quand même assez couvert le sujet. Premièrement, ça change au niveau de ton cycle menstruel. Et moi aussi, ça, je pense que je l'ai appris au bac, que ça change. Tu sais, il y a un moment où justement, c'est plus grumuleux, plus épais pour bloquer les spermatozoïdes qui se rendent. Et finalement, autour de l'ovulation, tu as quelque chose qui est beaucoup plus élastique. Donc, le changement des pertes va être lié à la fertilité dans le cycle menstruel. Donc, ça va varier. Tu sais, je pense que tu as nommé l'important, c'est si ça varie beaucoup d'un mois, tu sais, un mois que tu n'as jamais eu ça, là, il pourrait être important de consulter, mais d'avoir des pertes, c'est pas du tout anormal. C'est normal d'en avoir tout au long de son cycle. Il y a des moments que tu vas moins en produire, des moments plus, et c'est lié justement à la fertilité pour aider ou nuire à la fertilité. Tout à fait. Puis aussi sur les odeurs, il y a plein de théories là, sur les aliments qu'on pourrait manger, mais il n'y a rien de prouvé scientifiquement qui change l'odeur ou qui améliore le microbiote vaginal. Fait que c'est vraiment de bien s'hydrater par des bonnes habitudes de vie, puis tout va bien aller. Il n'y a pas de stress. Là. Prochaine question. Comment avoir une hygiène intime optimale et respectueuse, autant pour les femmes que pour les hommes? Je veux parler aussi du smegma qu'on entend parfois. Tu sais, c'est quoi que, à prime abord, tu conseilles comme hygiène des organes génitaux? Exact. Tu sais, chez la femme, chez la femme et l'homme, c'est très simple. Chez la femme, c'est vraiment de l'eau, comme tu as dit tantôt, c'est bien parfait. Ouais. Le corps, il s'auto-régule, il s'auto-nettoie. Il est vraiment très cher. Puis il faut faire confiance à notre corps. Fait que c'est de l'eau. Si vous insistez, un peu de savon doux, mais sans plus. Puis le meilleur ami de la vulve, c'est un bain. Un bain simple, avec rien dedans. C'est excellent pour nettoyer la vulve. Aussi, ce qui est important, ce qu'on néglige autant chez l'homme que chez la femme, c'est l'assèchement après. Les champignons, ils adorent l'humidité. Dans une section humide, les champignons qu'on a sur notre corps se multiplient beaucoup plus rapidement. Fait que c'est important après la douche, après le sport, de bien se nettoyer, mais aussi de s'assécher. Puis encore plus important chez l'homme, qui ne sont pas circoncis, qui ont un prépuce, il faut vraiment retirer le prépuce, on nettoie, puis on assèche comme il faut avec la serviette. Par ça, c'est le facteur de risque numéro 1 pour faire les balanites, les infections au niveau du prépuce. Fait que c'est vraiment tout simple, puis trop, c'est pire que pas assez en général. Oui, mais ça, comme tu dis, on en a parlé un peu tantôt, là, mais on se fait dire qu'il faut laver ça avec du Vagisil, tel ou tel savon qui a une odeur, mais c'est, comme tu dis, la pire chose pour bouger ta flore puis débalancer aussi. Donc, l'eau, ça fonctionne. Exact, puis c'est ultra cher. Absolument. Est-ce que tu as des trucs anti-démangeaison pour la vulve? C'est sûr que pour la vulve, le premier truc, c'est la lubrification. En parlant de lubrification chez la femme, c'est sûr qu'il faut comprendre que l'excitation morale et psychologique, elle arrive en général bien avant la lubrification. Puis il faut se laisser le temps, il faut accepter ça. Ça dépend aussi du type de stimulation qui est utilisé et tout ça. Au niveau des démangeaisons, c'est souvent il y a des démangeaisons plus qu'on appelle pathologiques. Tout ce qui, si ça pique après la relation sexuelle puis intensément, puis que ça dure pendant plusieurs heures, voire des jours, là, c'est comme un eye-opener pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut aller faire des tests, surtout pour les vaginettes avec un médecin. Les démangeaisons comme plus normales qui peuvent durer quelques minutes, quelques heures après les relations, ça, c'est de l'irritation souvent. C'est sûr que quand il y a une pénétration, une stimulation directement au niveau des organes génitaux, il peut y avoir des micro-abrasions au niveau de la peau, puis ça pique énormément. Le fait de se gratter, ça augmente, fait que ça fait un cercle vicieux. Le meilleur truc, honnêtement, c'est tout simple. C'est vraiment de l'aquaphor ou de la vaseline. C'est vraiment une crème barrière, puis ça peut être un onguent aussi qui est vraiment protecteur, mais qui hydrate. Fait que c'est vraiment hydratation le plus possible, crème barrière, puis c'est sûr que si tu viens de faire un marathon de sexe, un peu de repos, puis on repart ça demain. Là. Est-ce que, parce que moi, souvent, ce qui m'arrive des fois, c'est après un rapport sexuel, ça brûle quand je fais pipi. Est-ce que c'est à cause qu'il y a eu peut-être des micro-lésions, puis l'urine pourrait comme être un peu en cause de... Parce que c'est éphémère, là. C'est je fais pipi, puis après, ça part, là. Mais des fois, j'ai vraiment comme cette sensation-là, un peu de brûlure ou de... Moins de démangeaison, plus de brûlure, là. Tout à fait, c'est ça. C'est des micro-abrasions qui ont lieu au niveau de... Parce que, le meilleur urinaire, là, il est vraiment... tout est très proche. Le vagin, tout ça, tout est là. Fait que souvent, on le voit pas, puis il peut y avoir justement des micro-abrasions autant avec les doigts qu'avec la langue, là. Fait que c'est normal que c'est irrité. Puis ce qui est bien avec des micro-abrasions, ça se répare rapidement si on en prend soin, là. Absolument.
Pourquoi j'ai fait toujours des infections urinaires après le sexe, même en suivant tous les conseils de mon médecin? Uriner après, hygiène avant et après, condom, lubrifiant à base d'eau, pas de produits parfumés, pas de sexe anal. Ouais. Mais ça, c'est toutes des mesures exceptionnelles. Là. Ça, faut tout faire. On met les chances de notre côté, mais quelque chose qu'on ne pourra jamais contrôler, c'est notre génétique puis notre anatomie. De prime abord, les femmes sont plus propices à faire des infections urinaires juste par la longueur Du canal. du canal. Les hommes, on a un pénis, fait que ça fait que il y en a beaucoup plus à remonter. Oui, on parle de comme 4 cm versus 22. Exact, là, fait que... exact, tout à fait. Fait qu'il y a ça. Puis malheureusement, chez des femmes, c'est souvent, les infections urinaires sont souvent des bactéries qui viennent de l'anus. Fait que c'est dans la manière de l'hygiène, aussi quand on va à la selle, comment on se nettoie. Puis justement, comme ça a été mentionné, jamais de l'anus au vagin. Ça, c'est mettre les chances de notre côté, puis uriner aussi après. Mais je te dirais, ça, c'est les choses qui ont été prouvées, c'est vraiment ça. Là, c'est uriner après. Jus de canneberge, c'est pas 100% certain, mais théoriquement, il y a les études semblent être correctes vers ça. Il y a aussi, quand ça fonctionne pas, c'est plate, mais il faut accepter que, comme, j'ai une amie qui a les yeux bleus, moi j'ai les yeux bruns, on est fait comme ça. Absolument. Puis on travaille avec ça. Fait que next step, il y a des antibiotiques qu'on peut prendre, on peut parler avec votre médecin, mais ça peut être de prendre des antibiotiques après chaque relation sexuelle, ou des fois, même si ça ne fonctionne pas, on peut essayer un traitement suppressif sur 3 à 6 mois. T'sais. Fait que c'est des choses qui peuvent être tentées. Puis malheureusement, en général, ça règle presque la quasi-totalité des problèmes. C'est sûr qu'il y a des personnes comme 1 sur 10 000, 1 sur 100 000 que ça ne sera pas assez. À ce moment-là, n'hésitez pas à en parler avec le médecin puis dire, OK, là, ce serait tout le temps de voir un infectiologue pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais la plupart des gens ne se rendent pas nécessairement là. Puis tu le nommes bien, là, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui a le... Il y en a qui vont être beaucoup plus sensibles / vulnérables à avoir une infection urinaire. Il y en a qui n'en auront jamais de leur vie. Là. C'est ça. Puis juste rassurer les gens, c'est pas nécessairement une question d'hygiène, c'est pas un problème personnel. Si tu fais déjà tout ce qu'il faut, malheureusement, c'est ça. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de traiter avec des médicaments. Là. Absolument. Est-ce que, avant qu'on finisse, tu as un conseil ou qu'est-ce que tu aimerais que les gens sachent par rapport à la santé sexuelle qui semble que tu vois un mythe fréquent? Te nommer quand même souvent, parlez-en. À votre médecin, il y a ça aussi que tu as nommé souvent. Y a-tu autre chose que tu trouves qu'il y a quelque chose qui est répandu comme mythe qui fait en sorte que les gens peuvent avoir une santé moins bien prendre soin de leur santé sexuelle? Le conseil final, je pense, en termes de médecin, là, puis je pense en tant qu'humain, pour moi, la sexualité, ça devrait être les 3 C. C'est consenti, connecté, puis confortable. Oh. Fait que c'est très important. Même en 4e, c'est communiquer. Fait que très important de communiquer autant avec son partenaire ou ses partenaires, s'il y en a plusieurs, puis avec son médecin, de ne pas hésiter, parce que c'est censé être une des plus belles choses qu'on a la chance de faire. Puis s'il y a quelque chose qui ne va pas, faut l'adresser, puis on le fait. Fait que c'est sûr que... j'ai un peu perdu mon fil d'idée. Là, mais j'ajouterais même d'être connecté à soi-même. Parce que des fois, je trouve dans la sexualité, beaucoup, on parle d'anxiété de performance, mais on se met beaucoup une pression d'être de telle ou telle manière. Donc, connecté à soi-même, quand on disait les signaux de ton corps te parle. Fait que même de communiquer avec toi, faire des check-ups. Ouais. De 1 à 1, je trouve qu'on fait pas beaucoup ça. On pense beaucoup à l'autre, au plaisir de l'autre. Donc, aussi de se concentrer sur soi par rapport à la sexualité, c'est quelque chose de tellement intime. Tout à fait. Exactement. C'est notre beau conseil de la Puis fin. Un dernier conseil. Physiothérapie périnéale, plancher pelvien, n'oubliez pas, c'est des magiciennes. 100%. Moi, comme je t'ai dit, moi, j'ai su que ça existait quand j'étais au bac en sexo, puis j'étais comme voir que on savait pas que ça existait. Oui, c'est tellement... Puis c'est fou. T'sais, moi, je les ai vus beaucoup pour le côlon irritable, la constipation, puis ils étaient comme, mais je comprends pourquoi t'es constipé à te voir, puis là, c'est là que tu peux faire des exercices, mais tu sais, tout le système digestif, dépendamment des gens, mais justement, diarrhée, constipation, en tout cas, tu peux consulter par rapport à ça, puis c'est vraiment les personnes qui sont outillées sur le sujet du plancher pelvien qui peuvent aider pour ce genre de problème-là, ou t'en parles à ton médecin, puis on espère qu'il te réfère à la bonne personne. Tout à fait. On va être rendu au segment des confessions sexues. Les confessions sexues, présentées par Séduction. Donc, petit segment de la fin, si tu avais une confession par rapport à toi, soit en tant que médecin ou en tant que Samy aussi, c'est comme tu veux. Je peux t'en dire une, puis on peut changer sinon. Mais je pense, moi, l'affaire que, mettons, si je me replace dans ma sexualité, là, j'ai 30 ans, ça fait environ comme 14-15 ans que je suis actif sexuellement. Ce qui m'a le plus aidé, puis ce que j'ai le plus aimé, j'ai eu une partenaire sexuelle comme en 2019-2020. Puis c'est la première fille, j'avais quand même 24 ans à ce moment-là, c'est la première fille qui m'a dirigé dans le sexe oral, qui m'a dit où aller, puis de bouger, puis de pas hésiter. Des fois, elle prenait ma tête, puis elle tassait juste d'1 centimètre ou d'1 millimètre. Puis tu sais,
c'est tellement le fun, parce que t'es pas outillé, là, tu le vois pas dans les pornos, il y a pas de livre, là, puis t'as des films qui disent qu'il faut que tu fasses l'alphabet, des niaiseries comme ça, mais tu le sais pas. Fait que moi, ce que je suis le plus reconnaissant de cette relation-là, mais aussi de sexuellement dans mon apprentissage, c'était de ce coaching-là. Puis c'est tellement important, puis c'est autant en tant qu'homme que femme, on devrait pas hésiter à le faire, puis on devrait pas être gêné, la personne, elle devrait pas le prendre mal, là, puis si elle le prend mal, excuse-moi, mais il y a un problème, là, on est là pour se faire plaisir mutuellement puis avoir du fun. Fait que je pense que c'est de vraiment ma confession personnelle, ce qui m'a aidé à encore plus aimer ma sexualité, c'est qu'on me dise comment le faire. Absolument. Puis ça rend ça tellement plus fun pour tout le monde. Et tout le monde est différent. Oui. Recette qui marchait avec partenaire A ne marchera peut-être pas avec partenaire B. Fait que n'importe qui a de la sexualité, des fois, on a l'impression qu'il y a un pénis en marche de même, que les stimulations sont comme ça, que la personne veut ça. Mais mon Dieu, qu'on communique pas assez dans la sexualité, là, je pense que c'est vraiment... C'est une bonne confession de... Tu sais, soyons à l'aise à guider la personne avec qui on a de la sexualité ou même de montrer comment, moi, par exemple, je me stimule, ce que j'aime, ce que j'aime pas, la pression, la vitesse, etc. Parce que c'est ça, tout le monde est différent, là. Exact, tout à fait. Je suis bien d'accord. Il n'y a pas de cours 101 de tout le monde fonctionne de cette façon-là. C'est la beauté de la chose aussi. On découvre tellement de choses avec les partenaires, puis on découvre nous-mêmes ce qu'on aime plus qu'on pensait même pas, là, comme toi, absolument, qui as découvert les orgasmes à 21 ans. Voilà, voilà. Même, ça, c'était juste avant mon bac en sexo, mais c'était fou, tu sais, d'avoir... Ben, aussi, il y a un problème d'éducation. Ouais. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup d'éducation à la sexualité, mais ouais, de rester ouvert, de communiquer. Puis c'est là qu'on peut trouver une sexualité épanouie. Il faut bien communiquer. Puis on le fait pas assez. Il y a tellement un tabou, je trouve, autour de la communication. Moi, ma confession, c'est que j'ai déjà fait une confession sexue sur toi. Je t'explique. Ah ouais? T'as fait OD Tentation il y a, quoi, 1 an et demi? 1 an, ouais. Puis, t'as dit dans OD Tentation, moi, les rapprochements physiques, c'est pas quelque chose que d'emblée je fais, ça me prend du temps, j'ai besoin d'une connexion. Puis, c'est la première fois que j'entendais un homme dire ça. Puis, ça m'a tellement fait du bien parce que moi, je suis comme ça. Et ce que je disais dans ma confession, c'est que je trouve que ça fait du bien que tu l'aies nommé, qu'un homme aussi, tu sais, c'est pas... Il y a pas comme l'espèce d'homme qui est toujours prêt à la sexualité, toujours prêt au rapprochement, toujours prêt au French. J'ai trouvé ça cool que tu le dises, même à OD Tentation, dans une émission qui est qui est tournée autour un peu des rapprochements. Exact. Je sais pas, est-ce que tu te rappelles quand tu dis ça? Oui, je me rappelle. Ouais. Fait que quand j'avais écouté OD Tentation, j'étais comme, ça me fait du bien qu'un homme, tu sais, le nomme, parce que je trouve que on dépeint souvent les hommes comme des gens qui ont soif de sexualité, de rapprochement. Puis j'avais aimé la notion de comme, non, tu sais, puis c'est pas tout le temps comme ça. Exact. C'est la première fois que j'entendais quelqu'un dire ça. Mais j'apprécie vraiment parce que c'est un cheminement personnel qui a été long, là, parce que pendant longtemps, on m'a... Tu sais, c'était pas mal intentionné des gens, mais j'ai tellement filé anormal ou genre stigmatisé par rapport au fait que j'ai des filles qui revenaient chez moi puis on couchait pas ensemble. Puis là, le lendemain, des gens disaient « il est peut-être gay, genre. » Ou tu sais, ça me crée, on a-tu le droit, genre, d'accepter que ça peut prendre du temps? Puis, tu sais, il y a aussi un beau build-up là-dedans. Puis c'est la sexualité forcée, je l'ai déjà faite. Puis en fait, personne ne m'a forcé, mais je me suis forcé moi-même pour atteindre ce standard-là. Absolument. Puis j'ai tellement pas aimé ça que là, je suis content d'être à un stade dans ma vie, puis ça me fait vraiment plaisir que tu me le dis, de dire, OK, ça va prendre le temps qu'il faut. Comme moi, je vais jamais stigmatiser quelqu'un qui a du sexe sur la première date. Ben, tu sais, on peut-tu juste comme accepter que moi, ça m'en prend plusieurs, puis c'est correct. Absolument. Puis, comme tu dis, moi, j'ai souvent été cette personne-là qui avait du sexe mécaniquement comme une fois. Je me suis jamais sentie forcée, mais je le faisais parce que dans le script du dating, on couche rapidement avec l'autre personne. Tu sais, c'est quand même quelque chose qui revient. Moi, quand je suis rentrée dans le monde du dating, après ma rupture de, justement, j'étais en relation 8 ans, je suis rentrée dans ce moule-là de comme, on a de la sexualité, blablabla, puis j'étais comme... Mon Dieu, que je suis pas épanouie sexuellement. Et j'ai réalisé à quel point il me fallait plus que ça. Le problème avec ça, ce que j'ai trouvé dur, moi, c'est de le nommer et que la personne le respecte aussi. Mais après, on s'entend que sinon, ce n'est pas la bonne personne. Mais ça m'a pris du temps vraiment à être comme, hey, pour vrai, moi, ça peut prendre genre 2-3 mois avant qu'on ait une relation sexuelle puis que je me sente bien parce que je suis tannée d'avoir une relation sexuelle où je me sentirais pas épanouie, je me sentirais pas moi-même, pas vulnérable. Il y a des gens qui ont cette capacité-là assez facilement dans le sens où sont capables de se laisser aller puis d'avoir de la sexualité puis être épanoui même quand tu connais à peine la personne, mais tout le monde est différent. Mais je trouve qu'on n'entendait pas assez parler de ces personnes-là qui ont besoin de plus de temps, surtout chez les hommes. C'est pour ça que j'avais trouvé ça le fun que tu le dises, à OD Tentation en plus. Merci beaucoup. Donc sur ce, merci tellement d'être venu à Montréal pour faire ce podcast. Je suis contente qu'on ait touché tellement d'aspects de la santé sexuelle. Tu sais, il manque tellement d'éducation autour de la sexualité que d'avoir couvert
des aspects autant importants de la santé sexuelle. Je suis contente qu'on ait pu offrir ça. Oui, merci à toi, puis félicitations pour ton podcast. C'est vraiment le fun d'inviter des simili-experts dans les domaines puis d'aborder tellement de sujets. T'es expert, là. C'est vraiment le fun. Merci beaucoup et à la semaine prochaine, la gang. Bye! Merci. Je tiens à remercier toutes les personnes qui rendent ce beau projet possible, notamment nos 2 partenaires officiels, Séduction, envie de pimenter ta vie sexuelle ou simplement de mieux te connaître. Chez Séduction, on t'écoute, on te guide, on t'équipe. Le plaisir commence ici. Camellia Sinensis, une référence locale pour découvrir et apprécier le thé. On a aussi Gabriel Boutin qui a pris la photo de la saison 4. On a Fred Tagvorian qui a fait notre musique, le studio SF qui nous reçoit chaque semaine et Small Medium Large qui ont fait tout le design intérieur de notre studio. Soyez au rendez-vous tous les lundis pour les prochains épisodes. Bisous!